1994, le film Stargate, réalisé par Roland Emmerich et scénarisé par Dean Devlin, cartonne au box-office. Préfigurant le succès d'Independence Day ou Godzilla, c'est l'apparition d'un duo de créatifs qui aura rayonné sur le cinéma grand spectacle de la fin des années 90. Stargate raconte la découverte d'une mystérieuse arche dans l'Égypte de 1928 et 60 ans plus tard, une unité de militaires accompagnée d'un linguiste spécialisé en langue égyptienne franchit cette porte des étoiles qui les conduit à l'autre bout de l'univers, sur une planète extraterrestre où règne Ra, un alien dictatorial. Suite au succès et au rachat par le studio MGM, une série voit le jour intitulée Stargate SG-1 qui elle aussi séduit le monde entier, générant une communauté de fans partout sur la planète. Viendront ensuite Stargate Infinity, Stargate Atlantis et Stargate Universe qui feront de cette franchise une des séries de science-fiction les plus longues sur petit écran. Eh ben écoutez, on vient de terminer l'émission Stargate Blockbuster avec Frédéric. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh ben écoute, je suis ravi parce que c'était un sujet que je voulais traiter depuis longtemps. Et c'est d'autant plus drôle que Stargate SG-1 est la série préférée de ma maman. Et donc en fait, même quand j'ai quitté le foyer, et elle m'appelait régulièrement pour me dire « Oh, dans l'épisode, y a-t-il que là ?» Alors elle l'appelle pas Tiek, elle me dit oh, « le beau noir ». Ouais, voilà, c'est elle a un truc pour les beaux noirs. Elle me dit oh il est bien lui, etc. Et donc elle me racontait tout le temps les épisodes de Stargate SG-1. Donc la boucle est bouclée. Qu'est-ce qui va se passer du coup maintenant pour toi après l'arrêt de Blockbuster ? Eh bien en fait ça va être un arrêt de très très courte durée parce qu'en fait déjà je remonte sur scène dès le 13 septembre au Point Virgule et puis ensuite au théâtre Le Funambule jusqu'en février. J'intègre aussi la revue de presse du Théâtre des Deux Ânes à partir du mois d'octobre. Et j'ai ma nouvelle émission qui s'intitulera Sa place est dans un musée, qui va démarrer sur la plateforme du Studio du 7, qui produit notamment l'émission La Bonne Auberge, une émission de jeu de rôle et qui va se mettre à produire de plus en plus d'émissions. Donc c'est tenu par des geeks, des gens qui ont le cœur au bon endroit et avec lequel j'ai choisi de travailler parce que comme ça va faire 16 ans que je bosse dans les médias généralistes avec des directeurs et directrices dont j'ai fait le tour et pour lequel quand on est amateur d'une culture de masse, que j'aime pas le terme pop culture, il y a quelque chose d'éphémère dans le terme pop culture qui me plaît pas, mais de culture généralisée, ces gens-là ne la comprennent pas. Ils ne la comprennent pas, ils l'utilisent beaucoup pour créer des appels d'offres, pour attirer des communautés, mais j'ai besoin de frayer avec des gens qui aiment et qui s'investissent comme vous le faites sur les sujets dont ils parlent. Après, on essaye. Hein. Il y a mieux. Oui, mais simplement... Non, il n'y a pas mieux. Non, c'est nous. Non. Et en fait, là, d'ailleurs, je vous remercie infiniment parce que c'est vous qui vous êtes mobilisé très rapidement pour même constituer le plateau d'invités. Et j'ai rarement vu une communauté de fans aussi réactive et aussi vivante. En fait, moi, ce qui me fait toujours... ce qui m'impressionne, c'est voir des gens qui ne sont pas forcément payés, mais qui depuis des années travaillent à défendre un livre, une série, un film qui les a émus ou qui leur a parlé au point de donner de leur temps et de leur énergie. Et ça, c'est pas quantifiable et je trouve que c'est ça que j'ai envie de mettre en lumière parce que j'adore voir des gens passionnés et des gens remplis par une passion en fait. Voilà, grosso modo c'est ça, j'aime bien quand les gens sont passionnés. Pour terminer Fred, est-ce que tu as un message pour tes auditeurs qui t'ont suivi sur Blockbuster pendant des années ? Merci pour vos messages, pour les répondeurs, pour les moments où vous avez réagi, même les coups de gueule. Moi, j'ai jamais vu cette émission comme quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Je l'ai vraiment proposé parce qu'en tant que fan de comic book, fan de manga, fan de films d'action, de films de kung-fu, je trouvais que... et je paye des impôts aussi. Je trouvais que dans les médias généralistes, on parlait jamais des trucs que j'aimais bien.
Et donc, en fait, j'étais juste le geek le mieux placé au bon moment. Mais il a jamais été question pour moi de faire cette émission tout seul. C'était vraiment le... Et c'est ce qu'on m'a demandé à un moment donné. On m'a dit, tiens, tu pourrais faire un peu affaire sensible, raconter des histoires de plein de choses, mais tout seul. Et je dis non, il y a plein de gens qui le font déjà depuis des années dans sur des blogs, sur des fanzines, etc. Ouais. Je préfère leur donner la parole et s'ils sont un peu timides au micro, bah, les orienter pour les aider à dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais je trouve que c'est quelque chose de collégial et je trouve que c'est plus intéressant d'entendre parler d'une œuvre par ses fans que par des fois les auteurs ou les artistes qui l'ont fait eux-mêmes. Parce que justement, en tant que chroniqueur, ayant souvent été sur des émissions de promo, Ouais. bah oui, j'ai souvent été déçu. Un acteur qui va dire ah bah voilà, l'ambiance était bien sur le tournage, le scénario il m'a plu, c'est pour ça que j'ai joué. Et tout d'un coup, t'as un fan qui a écrit dessus depuis 4 ans, qui va dire oui mais dans ce film il y a ça, et puis il y a aussi cette référence à cette œuvre obscure qui précède. Et celui-ci, il m'intéresse plus que l'acteur qui va juste dire oui c'était presque une famille sur le plateau. Je l'ai tellement entendu qu'au bout d'un moment, ouais, des fois je préfère entendre les fans. Mais je te remercie. C'est moi.